Et chers téléspectateurs, hier a marqué l'échec des négociations entre les deux partis des États-Unis, le parti américain et également le parti iranien. Et pour aborder ce sujet et ses conséquences, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Medhat Miligi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors premièrement, comment interprétez-vous l'échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran après juste 21 heures de discussion intensive, marathon même, et la télévision iranienne a attribué l'échec de ces négociations aux demandes déraisonnables, selon leurs termes, déraisonnables des États-Unis. Et selon vous, qui porte la plus grande responsabilité? Est-ce les États-Unis ou l'Iran? Alors moi je trouve que la responsabilité doit être partagée. Les États-Unis ont, je pense, surestimé l'effet de leur supériorité militaire et les dégâts qu'ils ont causés à l'infrastructure et à l'économie iranienne. Oui. D'autre côté aussi, l'Iran a surestimé sa capacité de pouvoir transformer sa résilience en gain immédiat. Alors, du coup, les deux parties sont arrivés à la table de négociation en pensant que chacun a les moyens de forcer son ennemi ou son adversaire à accepter ses conditions, etc. C'est pour ça que les deux ont parti sur des bases totalement différentes, oui, que ce soit les 15 points américains du président Trump, oui, ou les 10 points iraniens qui contredisent chacun des 15 points américains. Alors, je pense que l'échec des négociations était attendu étant donné qu'il n'y a pas de base commune déjà entre les deux parties. oui. Alors, tout simplement, la réponse pour votre question est vraiment simple. Les négociations ont échoué parce qu'elles étaient fondées sur des attentes irréconciliables. Oui. Washington est venu avec une logique de pression maximale et que sa victoire militaire lui permet de dicter à l'Iran de se soumettre à sa volonté. Et d'autre côté, Téhéran est venu avec une logique que sa résistance lui permet de négocier avec des conditions beaucoup plus favorisables. Oui. Pourquoi reste la question du nucléaire iranien, du programme nucléaire iranien, un point de désaccord sur la table, un point de désaccord majeur même? Alors, cette question, c'est une question qui porte on peut considérer ça que c'est le point de logique majeur. Oui. C'est pas un simple dossier technique, certes, mais soyons clairs, c'est un symbole de puissance et de souveraineté. Alors, si Washington peut empêcher l'Iran d'atteindre ce seuil stratégique, alors elle va vraiment imposer sa volonté sur Téhéran tel qu'elle le désire. Et de l'autre côté, pour Téhéran, préserver son droit souverain de pouvoir avoir une puissance nucléaire. Et je ne parle pas ici d'armes nucléaires, je parle tout simplement de puissance nucléaire. Pacifique même, un programme pacifique de nucléaire. Oui, et je pense qu'on ne doit pas oublier toujours les faits, parce que au milieu de ces hostilités entre les deux parties, oui, on oublie les faits que Téhéran et Iran est un pays signataire du traité de non-prolifération. Oui. Tandis que Israël, qui jouit d'un support inconditionnel américain, Oui. ne permet même pas aux inspecteurs de voir ces installations nucléaires, ni même de loin. Oui. Alors, on voit ici un double standard, comme toujours en ce qui concerne Israël. les politiques occidentales, qu'on n'a pas vraiment le droit à rispoter ou même à demander le droit comme tous les autres pays du monde qui ont vraiment obtenu le droit à avoir des programmes nucléaires pacifiques. Pour le cas de l'Iran, ça devient le point le plus important dans les négociations. Est-ce que l'Iran peut garder des capacités nucléaires pacifiques ou autres, ou
pas du tout, aucun besoin nucléaire n'est accepté. Et d'ici vient le problème, comme je l'ai expliqué au premier point, c'est que chacun vient avec des conditions préalables, oui. Ce qui ne permet jamais à aboutir à un résultat satisfaisant dans les négociations. Certainement. Alors concernant les conséquences, quelles sont les conséquences à court terme de cet échec sur la stabilité du Moyen-Orient, premièrement, et peut-on craindre une escalade militaire dans les prochains jours et la fin du cessez-le-feu, ou quel scénario envisagez-vous pour la région? Alors, certainement, on rentre maintenant dans une phase de forte instabilité. On ne sache pas tout. Et n'oublions pas que le président Trump, même avant le début des négociations, avait qualifié cette phase de un repos des forces. Ce qui lui permet de regrouper ses forces, ce qui lui permet de reprendre son élan pour pouvoir mener une autre vague d'attaques contre l'Iran. Mais en général, on peut parler d'une fragilisation de cessez-le-feu, parce que le cessez-le-feu maintenant est vraiment instable. Est-ce qu'on pourra continuer malgré les efforts et les appels pakistanais de retenir le status quo de ne pas mener des attaques? Oui, Votre Excellence, on parlait des scénarios prévus pour à court terme surtout. Alors, si vous pouvez nous élucider là-dessus. Alors, en ce qui concerne les conséquences immédiates de ce qui s'est passé, ou de cet échec qui s'est passé, alors, on craint surtout sur le cessez-le-feu, qui est le statut actuel. On attend certainement des montées des tensions régionales, certainement, notamment pour nous, ce qui est le plus important, c'est les pays du Golfe, qui sont menacés toujours par les attaques iraniennes. Et cela exigera d'une manière ou d'une autre qu'on a retour à la logique de confrontation. Alors, on peut attendre vraiment, et c'est la deuxième partie de votre question en ce qui concerne l'escalade militaire. Oui, clairement, on doit s'attendre à une escalade militaire. Je pense que, comme on avait dit, que le président Trump, qui avait qualifié cette période de un repos pour ses soldats, alors le repos est terminé et je trouve que qui va tirer son premier coup pour remettre la guerre en cours, si on peut le dire. Alors, on ouvre déjà la voie à une reprise des frappes. Et je pense et je juge que ces frappes seront plus intensifiées, notamment de la part des États-Unis. La phase diplomatique était une tentative qui a échoué. Selon eux, c'est la logique certainement américaine. Et cet échec, pour eux, justifie une intensification militaire afin de soumettre. Et c'est ça le vrai problème, c'est que les États-Unis pensent qu'après les frappes qui ont détruit beaucoup d'installations militaires et civiles et nucléaires iraniennes, on doit s'attendre à une soumission complète de la part de l'Iran. Ils pensaient que l'Iran vient avec un plan de se soumettre totalement à la volonté israélo-américaine. Parce que cette guerre a été imposée en première instance par Israël et non par les États-Unis. C'était Israël qui a commencé avec sa frappe préventive. On doit rappeler que le premier coup de feu a été lancé par Israël et selon son Premier ministre, il rêvait de ce moment depuis plus de 40 ans. Alors, il était le moment de prendre ça. Alors, on peut s'attendre aussi, le reste de notre conclusion en ce qui concerne le futur. Alors, il y aura des impacts immédiats sur les prix du pétrole, de l'énergie. Certainement, ce qui sera bien affecté, ce sont les routes maritimes, notamment les 20% des flux pétroliers qui passent par l'étroit d'Ormuz. Et il y aura une certaine turbulence dans les marchés mondiaux qu'on peut s'attendre à voir les résultats d'un moment à l'autre si ça n'a pas déjà commencé. On a entendu parler que les gardiens de la Révolution menaçaient les navires passant ce matin, dans le détroit d'Ormuz. Vous estimez que... Alors, l'étroit d'Ormuz pour l'Iran,
comme a été qualifié par Medvedev, l'ancien président russe, qui parlait que c'était la bombe nucléaire iranienne. Oui. L'Iranien a trouvé sa force en contrôlant l'étroit d'Ormuz parce qu'elle sait comment cela peut affecter les marchés mondiaux du pétrole et que c'est le point le plus fort de l'Iran. Et je pense que l'étroit d'Ormuz sera toujours un point très fort iranien et que l'Iran ne va jamais céder ce point étant donné que c'est son point le plus important. Oui. Pour pouvoir mener une certaine, entre parenthèses, victoire sur le camp israélo-américain. Oui. Alors, le plus important, c'est de pouvoir contrôler cet étroit jusqu'à la dernière minute. Oui. Votre Excellence, est-ce que vous pensez qu'une fenêtre diplomatique de négociation est toujours existante ou quel rôle vous préconisez pour les pays en médiation dans cette crise telle que le Pakistan, la Turquie et l'Égypte? Alors moi je trouve que c'est la position de chaque pays qui va intervenir en ce qui concerne le pouvoir d'arriver à un résultat. Si les États-Unis ne pensent pas à une soumission complète aux conditions israéliennes, aux conditions exigées par l'administration américaine, notamment le président Trump, qui a parlé à plusieurs fois que l'Iran doit totalement accepter une défaite totale et qu'elle doit se soumettre totalement à ne pas enrichir l'uranium ni avoir un programme nucléaire, quoi que ce soit sa nature, oui. Civile ou autre. Aucun pouvoir nucléaire est accepté par les États-Unis. Alors, tant qu'on a cette pensée, cette stratégie américaine, on ne pourra pas vraiment arriver ou aboutir à même pouvoir mener des négociations logiques. Parce que pourquoi est-ce que l'Iran doit-elle accepter un pays signataire du traité de non-prolifération et qui accepte l'inspection des inspecteurs internationaux de l'agence atomique? Pourquoi est-ce que ce pays doit-il céder aux conditions américaines qui sont dictées par le pouvoir militaire américain? Cela ne sera jamais acceptable. N'oubliez pas qu'à la fin du compte, on parle d'un pays de 90 millions de citoyens. C'est pas un pays faible ou un pays qui peut céder. D'ailleurs, même le président Trump lui-même, quand il a menacé de détruire, alors il a parlé de détruire une civilisation. Oui. C'est pas simplement un simple pays, c'est une civilisation complète, la civilisation perse. Et cela n'est pas facile à achever, même avec la suprématie militaire du pays le plus fort au monde, soutenu certainement par Israël, un des forces militaires et nucléaires les plus irresponsables, je trouve, du monde actuel. Certainement. Votre Excellence, ambassadeur Medhat Miligi, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous.